modèles ont été définis, notamment le modèle de Lee Carter qui se base sur la log mortalité observée d'une population donnée. Donc, ce modèle a été introduit en 1992 et l'idée, c'est à partir de cette log mortalité observée sur la France, on va calibrer des paramètres. Donc, un premier paramètre qui correspond à l'effet âge. Donc, c'est-à-dire que pour toute année d'observation, on va définir une courbe d'évolution de la mortalité en fonction de l'âge. Et ensuite, on peut définir et calibrer un deuxième paramètre qui, pour tout âge confondu, va permettre d'isoler l'effet, ce qu'on appelle l'effet temps, la tendance à l'amélioration de mortalité. Donc, dans ce graphe, on voit que la mortalité, en fonction du temps, diminue. Donc, ce sont des améliorations de mortalité. Et ce paramètre est capturé par le paramètre kappa, qui est une série temporelle en fonction du temps. Ensuite, dans un modèle de Lee Carter, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a cette tendance historique, on va y appliquer un processus ARIMA, par exemple, pour projeter cette tendance et donc reconstruire une table prospective en fonction des projections sur cette tendance. Donc ça, ce sont les modèles classiques qui sont utilisés depuis 1992. Et pour information, le modèle de Lee Carter sert encore de benchmark aujourd'hui pour toute étude sur les améliorations de mortalité. Depuis quelques années, on voit apparaître certains modèles liés au deep learning. Donc, le premier modèle que je vous présente ici, c'est le modèle de Richman et Wüthrich qui a été introduit en 2018. Et donc, l'idée, c'est qu'un réseau de neurones vient en substitution du modèle de Lee Carter, c'est-à-dire qu'on va partir des données de population générale et on va utiliser un réseau de neurones pour construire une table prospective de mortalité. Le deuxième modèle qui a été introduit par Nigri en 2018, alors celui-ci, il part, la base, c'est un modèle de Lee Carter. Donc, Lee Carter, donc on va obtenir les paramètres dont je vous ai parlé tout à l'heure, un effet âge et un effet temps. Et on va utiliser un réseau de neurones sur l'effet temps pour prédire la tendance future et ensuite reconstruire une table de mortalité prospective. Et mon projet portait sur ce modèle-là, le modèle de Nigri en 2018, où le réseau utilisé est un réseau particulier appelé Long Short Term Memory, que je vais vous présenter juste après. Donc là, maintenant, dans cette partie, je vais vous présenter la méthodologie et le modèle que j'ai utilisé. Donc, brièvement, un réseau de neurones Long Short Term Memory, c'est un réseau de neurones récurrent classique, mais qui va garder en mémoire des informations passées et plus anciennes. Donc, contrairement à un réseau de neurones classique qui a une mémoire, ce qu'on va dire, on va avoir plutôt une mémoire court terme, le réseau de neurones Long Short Term Memory va avoir à la fois une mémoire courte et une mémoire longue. Alors, comment il fonctionne ? Donc, en fait, on va avoir les informations de la séquence qui vont être filtrées par ce neurone et le neurone, par une succession de portes, on va appeler ça porte, va conserver uniquement les informations pertinentes. Et ensuite, au regard d'une nouvelle information qu'on va lui donner, il va retraiter, garder en mémoire les informations passées. Donc, ces différentes portes, la porte de l'oubli, l'input, output et l'état de la cellule, vont être générées par des fonctions d'activation qui sont le corps même de ce neurone, en fait. Donc, l'architecture globale de mon modèle pour le projet, c'est d'abord un modèle qui a été développé par SEX. Alors, il y a une première partie que j'ai réalisée sous R en partant des données brutes
qui sont des données en open source fournies par Human Mortality Database, qui permet d'avoir des données par sexe et par pays. Donc, j'ai utilisé R pour calibrer mon modèle de Lee Carter et obtenir l'effet âge et l'effet trend, le kappa, qui est une série chronologique. Donc ça, j'ai utilisé sous R. Ensuite, je suis passé sous Python et partant de cette série chronologique de tendance, il a fallu la transformer, la formater pour qu'elle puisse être lisible pour le réseau. Et ensuite, cela m'a permis d'obtenir des prédictions qu'ensuite j'ai transformées pour avoir des prédictions sur le trend. Alors, pourquoi transformer? Parce qu'ici, j'ai appliqué une transformation, c'est-à-dire que j'ai mon kappa brut obtenu, mon kappa, pardon, c'est la tendance que j'ai obtenue par année d'observation. Donc, je la transforme parce qu'un réseau, il fonctionne mieux quand on va normaliser les données et puis j'ai enlevé la tendance générale ensuite. Et donc, ensuite, l'inverse transforme, c'est qu'une fois la prédiction obtenue, je l'ai remise au format naturel initial. Il y a une étape clé ici qui est l'échantillonnage que je vais vous présenter après. Donc, c'est vraiment une étape importante dans ce modèle, c'est le formatage de la série temporelle, parce qu'il faut la transformer en données d'apprentissage supervisées. Et donc, dans ce cadre-là, on introduit ce qu'on appelle un lag, qui va définir l'historique d'apprentissage par échantillon. Grosso modo, il va correspondre en fait au nombre de features qui va décrire un label. C'est-à-dire que pour prédire un label, je vais apprendre au réseau pour un label connaissant les informations précédentes. Donc, dans mon projet, j'ai testé 2 lags. Donc, un lag qui va correspondre à une seule feature, c'est-à-dire que je vais apprendre au réseau un point sachant le point précédent. Et je vais tester un autre lag qui est un lag égal à 3 avec 3 features. C'est-à-dire que à mon point d'observation va correspondre aux 3 années précédentes. Donc ça, c'est une étape qui est très importante, qui est un petit peu compliquée à mettre en œuvre au niveau du formatage, mais c'est vraiment un point important pour la suite. J'ai utilisé Keras pour construire mon réseau de neurones, donc Keras sous Python. Donc, l'architecture globale qui a été fixée, j'ai mis une couche cachée long short-term memory et une sortie dense. Ensuite, j'ai fait une recherche des hyperparamètres en utilisant un grid search CV. Donc, il y a une première étape de construction du réseau et une deuxième étape d'entraînement. Alors, l'entraînement du réseau, je l'ai réalisé sur plusieurs simulations. Pourquoi? Parce qu'il y a une nature stochastique de l'algorithme qui fait que je ne pouvais pas faire une seule simulation. Donc, j'ai fait tourner mon modèle 20 fois pour obtenir mes résultats. Et in fine, du coup, j'ai construit plusieurs modèles que j'ai testés. Donc, j'ai construit, encore une fois, un modèle par sexe et j'ai testé 3 sous-modèles. Un premier modèle avec un lag 1 et un nombre d'unités LSTM, c'est le nombre de neurones inférieur à 6. J'ai testé le modèle lag égal à 3 avec un nombre de neurones inférieur à 6 et ensuite, j'ai grossi le nombre de neurones pour voir quels étaient les impacts. Ensuite, il y a toute la phase de prédiction et d'analyse, donc analyse du réseau. Donc ça, ce sont les étapes classiques avec identification de l'overfitting, interprétation, analyse de la fonction de perte, etc. Au niveau de la prédiction, ce que je précise, c'est que j'ai fait une prédiction, ce que j'ai appelé en roll forward. C'est-à-dire qu'une fois mon modèle
construit et entraîné et testé, je vais faire une prédiction d'un point. Enfin, chaque prédiction successive va dépendre de la prédiction antérieure. Donc, je la rentre dans le modèle pour faire ma prédiction suivante. Par contre, ce que je précise, c'est que je ne recalibre pas mon modèle. Donc, ensuite, il y a eu la phase de retraitement. Et enfin, la phase d'analyse des résultats. Donc, d'une part, j'ai regardé le pouvoir prédictif du modèle en me basant sur des critères quantitatifs, certains indicateurs communément utilisés, et aussi une partie qualitative. Je vais plutôt me baser sur cette partie qualitative pour vous présenter les résultats, donc qui est plutôt une visualisation des courbes de prédiction. Et en parallèle, j'ai comparé ces résultats à deux benchmarks. Alors, le premier, c'est un modèle, un processus ARIMA, donc c'est vraiment le modèle classique utilisé aujourd'hui, et aussi un algorithme de machine learning un peu plus simple à mettre en œuvre, le gradient boostic monode. Donc, application sur la France, là, je vais vous présenter les résultats que j'ai obtenus sur la France. Donc, en termes de volumétrie par sexe, donc, encore une fois, je suis parti sur les données de Human Mortality Database. Donc, je suis parti sur un historique de 1950 à 2018 pour les âges entre 0 et 100 ans. Donc, ensuite, j'ai calibré mon modèle et donc j'obtiens une tendance, mon kappa, mon paramètre kappa. Donc, sur un historique qui va être de 1950 à 2000. Et ensuite, je vais faire mes prédictions entre 2001 et 2018 pour les comparer avec les observations réelles. En fait. Donc, mon historique, je l'ai splitté en deux. Donc, une partie entraînement qui va être sur 40 ans entre 1950 et 1990 et ensuite testé sur les années 1991 et 2000. Donc, j'entraîne mon modèle sur ces 40 années et ensuite, je le teste pour voir la qualité de prédiction sur cette fenêtre-là. Donc, ça correspond à faire un split trend test de 80-20. Et donc, j'ai 51 données pour construire mon modèle. Un point important a été l'analyse des données. Donc là, je suis vraiment parti sur les données observées. L'idée, c'était de voir, d'essayer d'anticiper ce que mon réseau allait pouvoir me donner et donc de pouvoir expliquer les résultats par rapport à mes observations. Donc, une première partie donc, pour les hommes et pour les femmes, c'est que j'ai regardé l'évolution des améliorations annuelles historiques. Donc ça, c'est mon kappa. C'est là-dessus que j'ai travaillé, sur lequel je fais travailler mon réseau. Là, les traits blancs, ce sont phase d'entraînement et phase de test. Et ensuite, prévision. J'ai regardé aussi les vitesses d'amélioration. Ça, c'est pour voir la dynamique de mes évolutions de mortalité. Et un autre élément assez intéressant que j'ai regardé la corrélation des vitesses par décennie. Donc ça, c'était vraiment typiquement pour essayer d'anticiper ce que j'attendrai de mon modèle et ensuite, du coup, voir ce qu'il va me donner. C'est-à-dire que si je prends, par exemple, ces années-là, on voit que les années 60 sont très corrélées avec mes 2 décennies à prédire. Donc ça, c'était sur la partie analyse des données. Un point important chez les hommes, c'est ma fenêtre de test. Donc, encore une fois, j'ai entraîné mon modèle sur cette partie-là jusqu'en 1990 et ensuite, je l'ai testé sur la décennie 90 pour faire les projections. Et là, on voit chez les hommes que dans les années 90, on a eu un tassement des améliorations de mortalité qui est flagrante par rapport au reste, avant et après. Donc, ça,
en voyant ça, je me dis que la performance de mon modèle risque de ne pas être vraiment au rendez-vous, puisqu'elle va avoir du mal à prédire cette partie-là, sachant que mon réseau va s'entraîner sur des données qui sont quand même assez différentes en termes de tendance par rapport à ce test. Mais par contre, on voit qu'ici, sur les prédictions, il y a une volatilité qui commence à recorrespondre à ce sur quoi mon modèle s'est entraîné. Je vais vous présenter les résultats obtenus. Donc, d'un côté, les femmes et les hommes. Donc, les points roses, ce sont les observations. Donc, chez les femmes, on voit que les modèles sont plutôt, donnent des résultats plutôt proches les uns des autres, notamment entre le modèle classique, ARIMA, donc on ne le voit pas trop, mais il est caché sous mon modèle avec un lag à 3, donc qui est assez proche. Et ensuite, on voit les résultats sur les différents autres modèles, notamment le modèle GMB qui est très conservateur par rapport à l'observé. Et là, on voit aussi chez les femmes qu'on a, au bout d'un certain moment, un changement de tendance observé et les modèles ont du mal, que ce soit un modèle classique ou le réseau de neurones, a du mal à le capter. Mais le modèle avec un lag 3, comme le modèle ARIMA classique, est plutôt pas trop mal. Ce qui est intéressant, c'est sur les hommes. Donc, on voit que le modèle classique, par rapport à l'observé, est plutôt dans les clous. Sous-évalue les améliorations de mortalité qu'on a pu observer. Pareil pour le modèle GMB. Par contre, on voit qu'en augmentant le lag, je commence à me rapprocher de ces observations. Et le point qui est assez important, même si le modèle est un peu conservateur, c'est que le dernier modèle, le lag3 avec 10 neurones, capture sur du long terme une tendance. Là, on voit qu'il y a un ralentissement observé et mon modèle permet de le capturer. On voit que là, la courbure, on a un ralentissement des améliorations de mortalité. Donc, ce qui est plutôt un résultat assez intéressant. Donc voilà, pour conclure, donc sur la France, donc un algorithme, un réseau long short-term memory a des performances qui sont plutôt attractives avec une anticipation de changement de tendance à court terme, notamment chez les hommes. On a une performance qui est similaire à un modèle classique si on a peu de changements historiques, comme c'est le cas chez les femmes. Ensuite, on voit que les performances, par contre, se dégradent en cas de changement de tendance à plus long terme, mais que par contre, en augmentant le lag, on accroît globalement la qualité de prédiction. Et donc, finalement, ces résultats sont quand même à mettre au regard de limitations sur les données, mais aussi des contraintes sur l'algorithme. D'une part, sur les données, il faut avoir en tête qu'on a une faible volumétrie sur des algorithmes de machine learning. Généralement, on a un nombre de données qui est beaucoup plus important. Ensuite, on a une sensibilité aussi initialement au fit de mon modèle de Lee Carter, puisque j'ai défini une borne d'âge et d'années. Je pourrais recalibrer un modèle de Lee Carter en prenant, par exemple, uniquement la bande d'âge entre 30 et 90 ans, par exemple, plutôt qu'entre 0 et 100 ans. Ensuite, il y a une sensibilité aux nouveaux phénomènes et le projet a été restreint sur les données de la France. Donc, ce qui conviendrait de faire, ça serait d'augmenter le nombre de données, trouver un moyen d'augmenter le nombre de données, peut-être en rajoutant d'autres populations. On pourrait aussi tester le fit des paramètres, comme je vous disais, sur d'autres bandes d'âge et d'autres périodes et recalibrer les réseaux. On pourrait tester également d'autres fenêtres d'entraînement et de tests
puisqu'on voit que, par exemple, chez les hommes, entre 90 et 2000, cette fenêtre de test qui correspond, qui est quand même assez décorrélée de l'entraînement, entraîne des performances qui sont moindres. Et il faudrait tester d'autres pays. Ensuite, il y a aussi des contraintes sur l'algorithme, parce que c'est un algorithme qui est quand même assez complexe, y compris à mettre en œuvre. Et puis, la partie formatage des données n'est pas du tout aisée. Donc, il faudrait arbitrer entre la complexité du modèle et les modèles classiques aujourd'hui à utiliser. Je n'ai pas testé toutes les fonctions d'activation. Donc, comme je vous ai dit, hein, dans un neurone LSTM, il y a plusieurs portes qui sont activées via des fonctions d'activation. Et donc là, j'en ai uniquement utilisé quelques-unes. On pourra en tester d'autres pour voir les résultats. Ensuite, les résultats peuvent être volatiles. Et c'est pour ça que moi, j'ai utilisé plusieurs simulations avant d'obtenir un résultat. Et le runtime n'a pas été totalement optimisé, ce qui a pris un petit peu de temps pour faire des calculs. Donc, ce qui serait intéressant de voir, c'est tester d'autres algorithmes qui pourraient être plus simples. Par exemple, considérer une succession de couches denses qui pourrait approximer un réseau de neurones long short-term memory, ou alors utiliser un réseau de neurones GRU qui est une version simplifiée, on va dire, d'un réseau long short-term memory. Il faudrait aussi comparer les performances obtenues avec le modèle de Richman et Wüthrich dont je vous ai parlé tout au début de la présentation. On pourrait accroître l'apprentissage en ajoutant d'autres variables, en plus des features. Il faudrait gérer la vitesse de calcul, sans doute en faisant des parallèles run, et analyser aussi les intervalles de confiance. Donc, ces résultats, à la fin de mon projet, m'ont permis aussi d'imaginer certaines extensions qui pourraient être intéressantes, notamment pour l'industrie. Alors, une première extension que je verrais, ça serait apprendre d'autres populations. Alors, apprendre d'autres populations, alors, le premier objectif, ce serait par exemple d'anticiper des tendances. On sait que d'un pays à un autre, il y a une différence d'évolution de la mortalité, c'est-à-dire que certains pays comme l'Italie et la France sont plutôt en avance sur les évolutions de la mortalité par rapport à d'autres pays. Et on voit parfois certaines réplications de phénomènes d'un pays sur d'autres pays qui n'ont pas encore atteint cette nouvelle phase. Et donc, je me dis que dans les données, on pourrait apprendre au réseau de ces populations plutôt avancées en termes de longévité pour prédire la mortalité sur ces autres pays. Une autre extension qui pourrait être intéressante, c'est au niveau de la tarification. Aujourd'hui, pour construire pour un portefeuille de rentiers, généralement, pour construire une table de mortalité prospective, on part de la population générale et on va ajuster cette table en fonction des données du portefeuille. Alors, ça va se faire, par exemple, en utilisant des modèles relationnels. Et là, je me dis, si je faisais apprendre à mon réseau en même temps que des données de population générale, certains critères de ma population assurée pour prédire la mortalité de ma population assurée, ça pourrait être intéressant. Mais ça induirait qu'il faudrait formater mes données en rajoutant certaines features. Une autre extension qui pourrait être intéressante serait pour la construction, par exemple, de générateurs de scénarios, ce qui est utilisé dans le cadre de Solvabilité 2, par exemple. Et donc, l'idée, ça serait de rajouter, de faire apprendre le réseau en lui rajoutant certains critères, par exemple,
tendance à l'amélioration, d'accélération de la mortalité, des améliorations de mortalité sur du court terme, ralentissement, etc., pour qu'ensuite ils prédisent en fonction de ces critères qu'on pourrait lui indiquer pour la prédiction. Donc voilà, ce sont deux extensions que j'ai identifiées, qui me semblent intéressantes et qui pourraient être éventuellement étudiées par la suite. Donc, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Si vous n'osez pas poser des questions, vous pouvez aussi me contacter, ou si vous avez des commentaires, vous pouvez me contacter en message privé sur LinkedIn. Je vous remercie de votre attention. Merci Rémi. En termes de questions, on a une première question d'Amine qui demande si, dans la continuité des résultats que tu as trouvés avec le lag 3 sur les hommes, qui donne une meilleure performance que le lag 1, est-ce que tu penses qu'en augmentant ce lag, on pourrait améliorer davantage la performance? Alors, la contrainte du lag, c'est que là, j'ai pris 3 années, ce qui est très intéressant. Mais après, on va avoir une limite, c'est qu'on a uniquement 50 années d'observation. Donc, plus on accroît le lag, moins on va avoir de données dans l'échantillonnage. Donc, ça va créer de la volatilité. Et, alors, je n'ai pas testé en agrandissant encore, peut-être en mettant 5 années précédentes, mais à un moment, il va y avoir une limite. Et autre question que moi j'aurais personnellement pour toi, c'est quelles seraient les difficultés que tu as pu rencontrer dans la conception de tes modèles ou dans la mise en place de ce projet? Alors, les difficultés, il y en a eu quelques-unes de différents ordres. La première, ça a été sur la publication de Nigri sur ce modèle. Donc, il a fallu comprendre vraiment ce qui était fait, ce qui était proposé, et aussi comprendre de manière générale comment fonctionnait un réseau de long short-term memory. Parce que c'est vrai que c'est un réseau qui est un peu complexe, donc ça m'a pris pas mal de temps de comprendre vraiment comment ça fonctionnait. Ensuite, il y a eu une partie difficulté un peu technique, enfin même très technique, au niveau du codage notamment, puisque je débutais sous Python. Donc, du coup, et d'ailleurs aujourd'hui, avec du recul, je pense que je ne ferai pas les choses totalement de la même manière en termes de codage. Ensuite, il y a eu la grosse difficulté, comme j'en ai parlé, c'est au niveau du formatage des données. Le formatage des données, la labellisation est assez complexe en fait. Et s'il y a un petit raté dans le format, le modèle va pas tourner. J'ai eu quelques gros blocages de ce point de vue-là. Et enfin, la dernière difficulté, c'est au niveau de l'interprétation des résultats en fait. C'est un point important, l'interprétabilité du réseau. Et donc, il a été important, enfin, j'ai mis pas mal de temps quand même à identifier quels pourraient être les indicateurs qui me permettraient de comprendre comment réagit et comment fonctionne le réseau. Donc ça, oui, ça a été une difficulté supplémentaire. Je te rejoins sur le deuxième axe de difficulté que tu as pu identifier autour des LSTM, c'est le traitement de données, il n'est pas anodin, il est quand même différent d'un traitement de données qu'on pourrait dire usuel avec les autres algorithmes de machine learning. Ouais. Donc il y a un fait temporel à garder en tête, donc un peu plus de pandas à faire, mais c'est vrai que c'est une gymnastique un peu différente des autres algorithmes. C'est ça. Rien que sur l'engineering. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions pour Rémi?
Alors, le temps peut-être qu'il y ait une dernière question qui arrive. Moi, je souhaite avant tout remercier Rémi pour cette présentation. À travers cette présentation, Rémi a pu vous illustrer la capacité à travers la formation DSA au fait de s'équiper de machine learning et de data science et de data visualisation aussi pour donc s'outiller et ainsi répondre à une problématique purement actuarielle. On le voit là, il s'agit de remettre en cause la prospection la modélisation prospective de la mortalité. Ça peut s'appliquer à vraiment d'autres aspects. Les LSTM, au fait, dès que vous avez une série qui va être temporelle, si vous avez une variable à expliquer qui est portée par une temporalité, vous pourriez vous projeter donc à appliquer le LSTM. Et donc, pour ceux qui seraient intéressés à s'inscrire à la prochaine session de formation DSA, sachez que la formation DSA en fait, se déroule sur une année calendaire. Elle commence au 1er janvier de l'année et elle se termine l'année d'après, juste le janvier N+1, via la soutenance, comme a pu le faire Rémi via ce projet. Sachez que la session d'inscription est déjà ouverte et qu'elle aura lieu jusqu'à le début du mois de novembre. Donc, n'hésitez pas, à travers les coordonnées que vous voyez d'afficher, soit par téléphone, soit via l'adresse mail de l'Institut du Management, de poser une quelconque question ou de récupérer le formulaire d'inscription sur le site de l'IRM directement. Et comme l'a dit Rémi aussi, on reste à votre disposition si vous avez des questions, tant côté IRM ou tant de mon côté. En tout cas, voilà. Sachez qu'en plus, en entrée de cette formation, on est plutôt partisan d'une promotion qui va être hétérogène, dans le sens où on accepte vraiment tous les niveaux de programmation. Si vous posez la question et vous ne pensez pas avoir le bagage, il vous suffit d'avoir programmé par le passé suffisamment pendant 1 à 2 années sur un langage de programmation, que ce soit SAS, R ou VBA et pas forcément Python. Là où effectivement Python va prendre de plus en plus de place que R pendant la formation, mais aussi par rapport aux différentes utilisations dans l'assurance. On va avoir un peu une longueur d'avance par Python que R. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas, si vous vous posez la question et que vous pensez que vous n'avez pas le niveau pour intégrer ce genre de formation, détrompez-vous, posez-nous des questions, n'hésitez pas à nous contacter et les portes seront grandes ouvertes pour j'espère, vous intégrer dans la formation DSA pour l'année 2023. D'ailleurs, je reconnais à travers les gens qui sont présents aujourd'hui, certaines personnes qui sont présentes cette année, qui ont été présentes l'année dernière, et aussi d'autres personnes qui nous ont rejoints depuis il y a à peine un mois. Enfin, voilà. Merci encore pour votre présence, votre participation. Je remercie à nouveau Rémi ainsi que l'Institut du risque management et plus particulièrement Marie-Alexandrine pour